Dans le cadre d'un récent travail collectif concernant les lieux organisés nouveaux qu'il nous faut inventer aujourd'hui, j'ai proposé la mise en place d'un centre de rééducation pour jeunes en facilité, pour jeunes étudiants. Présenter les choses ainsi était évidemment une provocation. Mais je pense réellement que tous les jeunes qui ont fait un peu d'études, et je m'inclus au moins partiellement dedans, ont urgemment besoin d'une grande rééducation intellectuelle. Parce que nous sommes très, très loin de disposer des outils intellectuels qui nous permettraient d'entrer collectivement, immédiatement et activement dans un processus de contestation en profondeur et de transformation de l'ordre des choses en jouant notre vrai rôle d'intellectuel auprès de tous ceux qui n'ont pas eu le privilège d'avoir accès au savoir et au monde des idées en général. Je veux donc proposer aujourd'hui un cadre de travail pour les temps à venir, destiné non pas seulement à la jeunesse intellectuelle, mais à tous ceux qui se sentent requis par certains éléments des idéologies consensuelles actuelles, de manière aussi à fixer dès le début la barre des exigences intellectuelles minimales qui nous est requis de tenir si nous voulons discuter sérieusement, si nous voulons travailler collectivement et de manière féconde, sans retomber dans les formes déjà existantes et extrêmement pauvres que prennent les discussions actuelles autour des thèmes dont je vais vous parler, discussions d'opinion et débats publics qui, à mon sens, ne font qu'attester que la discussion n'est, dans l'état actuel des choses, pas possible, parce qu'elle est entièrement embourbée dans la mare au cochon des impératifs d'opinion. L'idéologie de la domination de ceux qui ont le pouvoir réel dans le monde, pouvoir étatique ou non étatique, peu importe ici, est toujours ce que j'appellerais par commodité une idéologie conservatrice. Cela va de soi. Les idées des dominants sont des idées qui ont pour objectif la conservation de leur pouvoir, et même, si possible, son renforcement illimité. L'enjeu des idées des gens qui détiennent le vrai pouvoir est de renforcer leur pouvoir, de l'étendre, de le monopoliser autant que possible, de l'approfondir et tout ce qu'on voudra. Tout cela sur la base de la conservation de l'ordre établi, de leur domination. On ne saurait à ce titre mettre fin à tous les conservatismes qu'en mettant fin à la domination politique elle-même. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, les choses se compliquent très vite. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, il y a conservatisme et conservatisme. Selon la situation ou l'époque, absolument rien ne nous assure qu'on ait affaire chaque fois au même type de conservatisme. L'identification de la fonction générale de tout conservatisme ne permet pas de déduire à elle seule l'identification des formes d'existence singulières de conservatisme. Et tout le problème, pour ceux qui veulent travailler activement à la transformation de l'ordre des choses, est par conséquent de parvenir à identifier rigoureusement le type de conservatisme auquel on a affaire. Le type de conservatisme qui correspond à la situation singulière dans laquelle nous vivons. Et se tromper sur ce point, c'est se tromper sur l'identification même de l'ennemi principal. C'est donc aller droit au désastre. Donc, de quoi parle-t-on exactement quand on parle du conservatisme intrinsèque des gens qui ont le pouvoir, le vrai pouvoir ? En général, lorsque j'entends parler de conservatisme, je m'aperçois qu'en réalité, on parle d'une forme très précise de conservatisme, que j'appellerais le conservatisme dogmatique. Ce qui caractérise son dogmatisme, c'est que son opérateur d'opinion central est l'opérateur modal de nécessité. Alors la nécessité, prise dans sa détermination la plus simple, la plus élémentaire, c'est l'idée qu'une chose ne peut pas ne pas être et qu'elle ne peut pas ne pas être telle qu'elle est. C'est donc l'idée qu'il est intrinsèquement nécessaire
que le monde soit tel qu'il est. Qu'un autre monde n'est pas possible que celui qui existe parce que ce monde ne peut pas ne pas être ce qu'il est. Au fond, l'énoncé central du conservatisme dogmatique moderne est, ou se cristallise dans l'énoncé « le capitalisme est naturel ». Le naturel, c'est l'expression de la nécessité. À partir de là, la critique d'un tel dogmatisme va largement se cristalliser dans l'opposition de l'opérateur modal de la contingence à l'opérateur de nécessité. On affirmera, contre le conservateur dogmatique, qu'un autre monde est possible et qu'il faut travailler à son émergence et à sa construction, que la thèse de la nécessité de ce qui existe parce que ça existe est sans fondement, qu'elle est irrationnelle parce qu'indémontrable. La contingence, quant à elle, prise dans sa détermination la plus simple, est l'opposé de la nécessité et s'entend comme ce qui peut être autre qu'il n'est. L'idée de la contingence fondamentale du monde tel qu'il est, c'est l'idée qu'un autre monde est possible. S'il y a un siècle qui se caractérise, à mon avis, par un tel développement de la critique radicale du conservatisme dogmatique, cela a été le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. Critique radicale qui a très largement travaillé à l'émergence effective d'un autre monde entièrement nouveau et dont la Révolution française a été, comme vous le savez, l'événement inaugural. Ceci étant dit, il faut remarquer immédiatement une chose, je crois, c'est que la logique première du conservatisme dogmatique va nécessairement être une logique de nature répressive, même si elle ne s'y résume évidemment pas entièrement. Alors pourquoi ? Parce que s'il s'agit d'imposer à tous l'idée que le monde est nécessairement ce qu'il doit être, alors cela signifie que l'idéologie dominante se définit non pas seulement comme étant l'idéologie au service de la domination, mais aussi comme l'idéologie des dominants eux-mêmes. Il s'agit pour les dirigeants d'imposer à tous, par la surveillance et la force si nécessaire, leur conviction de la nécessité du capitalisme ou de l'ordre établi en général. Les gens, qu'ils soient ou non des intellectuels, ne peuvent pas exposer trop ouvertement des idées radicalement différentes de celles des dominants eux-mêmes, sans avoir à en payer le prix. Et en payer le prix en termes de surveillance, de censure, de délation, de poursuite, d'arrestation, de jugement et d'enfermement, voire de mise à mort. Autrement dit, l'opérateur dogmatique de nécessité fonde le conservatisme sur le primat de la répression, de la force. D'où le fait, par exemple, que le thème de la liberté d'expression pouvait bien être, dans le siècle des Lumières, un thème anticonservateur, alors que c'est devenu, dans nos vieilles démocraties parlementaires pourries jusqu'à la moelle, l'un des plus vicieux et le plus central des thèmes conservateurs. On a donc conservatisme dogmatique égale opérateur modal de nécessité, égale primat de la force, et tout cela se cristallisant dans l'énoncé bien connu de Marx, l'idéologie dominante est l'idéologie des dominants eux-mêmes. Cela reste aujourd'hui, à mon sens, la principale représentation courante de l'idée de conservatisme. Je ne soutiendrai évidemment pas que ce type de conservatisme a aujourd'hui disparu de la surface de la Terre, loin de là. Il reste le type de conservatisme dominant de fractions entières de dirigeants de la planète, et pas nécessairement des moindres. D'une certaine manière, il paraît évident que c'est le conservatisme dogmatique qui domine aujourd'hui encore chez les autorités chinoises, par exemple. Mais force est de constater que ce n'est pas, mais alors absolument pas, le type de conservatisme auquel on a affaire, nous, ici, ni d'ailleurs dans l'ensemble des pays riches, alliés dans le giron de l'hégémonie capitaliste américaine, en passe d'être dépassés
notamment par le géant chinois, nous faisant ainsi entrer depuis peu dans la sombre perspective d'une possible, voire probable, nouvelle guerre mondiale. Alors, à quel type de conservatisme a-t-on exactement affaire ici, dont l'identification rigoureuse, je le répète, se donne comme une condition sine qua non pour espérer pouvoir travailler à une transformation réelle de l'ordre des choses et éviter, peut-être, la prochaine guerre en quelque sorte fratricide des principales puissances capitalistes anciennes et montantes. Le point immédiatement le plus frappant est le fait que ce conservatisme repose non plus, temporairement ou pas, sur le primat de la force répressive, mais sur le primat du consensus, c'est-à-dire sur le primat du ralliement des populations à l'ordre établi par le moyen de la cristallisation de consensus d'opinion, donc par le développement d'idéologies consciensuellement et donc supposément librement admises. C'est la raison pour laquelle la catégorie aujourd'hui la plus incontestablement consensuelle, le signifiant maître de l'idéologie dominante dans les démocraties parlementaires, n'est autre que le mot démocratie lui-même. Ceci dans la mesure où démocratie est le mot qui porte en lui le consensus conservateur portant directement sur le primat du consensus majoritaire. C'est là un point très singulier. Le primat du consensus a en quelque sorte besoin de se fonder sur le consensus du consensus, pour ne pas être envisagé lui-même comme imposé par la force. Et cette autofondation conservatrice consensuelle trouve sa garantie dans le mot démocratie, dont le réel historique est en réalité la promotion politique des classes moyennes comme garante de la stabilité politique interne d'un pays. Peu importe par ailleurs que ce conservatisme sceptique, puisque c'est ainsi que je l'appellerais, ait été historiquement, réellement fondé consensuellement ou par la force. Parce que c'est le mythe qui importe. C'est le mythe du consensus qui est opérant dans le consensuel lui-même. Les classes moyennes sont le sujet réel sur lequel repose ce consensus du consensus, qu'on peut aussi appeler consensus fondamental. Ce conservatisme consensuel, et non plus strictement répressif auquel on a affaire, je l'appellerais donc un conservatisme de type sceptique, on pourrait dire aussi critique. Pourquoi ? L'opérateur central du conservatisme sceptique n'est plus, comme pour le conservatisme dogmatique, l'opérateur modal de nécessité, mais l'opérateur modal opposé de la contingence. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que là où la contingence ouvre à l'exercice d'une liberté intellectuelle salutaire face au dogmatisme, cette même contingence se révèle à elle seule impuissante à faire face au conservatisme sceptique, puisqu'elle en est précisément l'opérateur d'opinion constitutif. Face au conservatisme sceptique qui domine actuellement, continuer à affirmer, fût-ce avec force conviction, qu'un autre monde est possible que le monde capitaliste n'est à soi seul qu'un coup d'épée dans l'eau. Car c'est bien l'idée du conservateur sceptique lui-même en réalité. C'est ce qui a fait l'extrême limite du courant altermondialiste de la fin des années 90, qui avait précisément cet énoncé comme mot d'ordre principal. C'est aussi la raison pour laquelle est proprement insupportable toute cette rhétorique des cultural studies, gender studies et autres caricatures académiques actuelles propres à la doxa universitaire de gauche,
car tout cela consiste, en fin de compte, à nous bassiner sans fin sur le thème « La différence des sexes est une construction historique contingente » et blablabla, blablabla, alors que la contingence est précisément devenue l'opérateur fondamental du conservatisme contemporain. Alors évidemment, le conservatisme sceptique, lui aussi, continue, comme le dogmatique, à faire la promotion de l'existant. Non plus, cependant, au nom de sa nécessité, mais au nom de la contingence même de l'existence. Fondamentalement, son idée n'est pas que le monde actuel est le meilleur des mondes, parce qu'il ne peut pas ne pas l'être, mais que le monde tel qu'il est le moins pire des mondes possibles. On voit bien ici le caractère sceptique d'un tel conservatisme. Il consiste non plus à imposer l'apologie directe de l'existant, mais à façonner un consensus de défiance envers l'inexistant, de manière à rallier à l'existant par défaut. L'inexistant a le tort de ne pas exister pour prouver qu'il est meilleur que l'existant. Dès lors, qu'est-ce qui nous assure que l'autre possibilité d'existence collective soit réellement meilleure que la possibilité déjà existante? Le conservatisme sceptique consiste ainsi à faire la promotion de l'existant au nom du moindre mal. Et ce qui a rendu massivement possible le déploiement du conservatisme sceptique dans nos contrées ces dernières décennies, c'est la victoire du capitalisme à la fin du siècle, après quelques décennies de concurrence avec l'autre voie qu'a historiquement incarné l'ensemble des États socialistes. Tout le bilan réactionnaire qui est fait de l'histoire de ces États est uniquement orienté par la tentative de démontrer que vouloir autre chose que le capitalisme, c'est possible, oui, c'est possible, mais en tant que cela conduit nécessairement au pire. Le conservatisme dogmatique était fondé sur une déduction infondée. On déduit la nécessaire existence de l'ordre établi de son concept. Déduction infondée, car ne pouvant en vérité n'être l'objet d'aucune démonstration définitive. Et c'est d'ailleurs Kant, l'héritier au moins en ce point des Lumières, qui fera la démonstration définitive de l'impossibilité d'envisager l'existence comme étant un attribut comme un autre, pouvant être déduit du concept d'une chose, fût-ce donc du concept de l'ordre établi, ou par exemple de déduire l'existence de Dieu de son concept, comme le faisaient encore précédemment Descartes ou d'autres. À ce titre, c'est bien le siècle des Lumières qui a rendu, sinon impossible, du moins plus difficile, la perpétuation de la matrice du conservatisme dogmatique. Le conservatisme sceptique, quant à lui, est fondé non plus sur une déduction, mais sur une induction. Et une induction, en vérité, tout aussi infondée, une induction qui consiste à raisonner de la manière suivante. De l'existence du désastre qu'a été l'autre voie des États socialistes, on induit la loi générale selon laquelle toute tentative de construire un autre monde est nécessairement vouée au désastre, et qu'elle sera d'autant plus désastreuse qu'elle a voulu, aussi sincèrement qu'on le voudra, construire un monde radicalement meilleur. C'est donc, vous le voyez, une sorte de nécessité par défaut qui procède de l'induction, une nécessité qui n'est plus strictement le contraire de la contingence. Oui, un autre monde est possible, il y a bien une contingence radicale du monde capitaliste, mais en tant que l'autre possibilité conduit nécessairement au désastre. Cela fonde la nécessité par défaut de l'ordre établi.
Or, cette induction ne tient pas. D'abord, il faut bien voir qu'une induction est toujours plus fragile qu'une déduction. La déduction a comme point de départ un axiome premier, ou un théorème déjà démontré, ou encore une loi établie, et la déduction consiste à tirer de ce point de départ une conséquence logique nécessaire. La déduction est en ce sens de l'ordre de la démonstration. C'est ce qui fait sa solidité interne. Une déduction est solide parce qu'elle relève d'une consistance rationnelle indubitable. À l'inverse, une induction consiste à partir de la répétition de cas particuliers afin d'en tirer une loi générale qui vaudrait pour tous les cas particuliers semblables à ceux examinés. L'induction procède donc non pas par démonstration, mais par généralisation. Une induction est donc toujours par nature plus fragile, beaucoup plus précaire qu'une déduction, ne serait-ce que parce qu'elle est toujours sous la menace possible, soit de la découverte que les cas supposément identiques d'où procède la généralisation ne sont en fait pas semblables, soit de l'advenue d'un nouveau cas qui viendrait contredire par son existence factuelle la loi générale. Il suffit en effet qu'existe un et un seul cas contredisant la loi générale pour la mettre à terre. L'induction réactionnaire, qui se veut fondatrice du conservatisme sceptique actuel, ne repose en réalité que sur une occurrence historique extrêmement limitée. Elle repose sur l'existence de quelques figures d'États socialistes sur quelques dizaines d'années. Autant dire que le socle de l'induction idéologique est particulièrement fragile. D'autre part, la généralisation inductive n'est possible, je l'ai dit, que si l'on établit que les cas d'où procède la généralisation sont identiques ou semblables. D'où les équations antitotalitaires du type Staline égale Hitler, de manière à rabattre le communisme sur le nazisme, puis Mao égale Staline, pour forcer l'homogénéité des différentes expérimentations politiques communistes du XXe siècle. Autant dire cette fois que l'induction est parfaitement creuse. Ceci étant dit, le point auquel tout cela nous conduit, c'est que le conservatisme sceptique, étant fondé sur le primat du consensus et sur la neutralisation de l'opposition modale nécessité-contingence, est telle que l'idéologie dominante, si elle reste bien l'idéologie au service de la domination, évidemment, cesse pour autant d'être nécessairement l'idéologie des dominants eux-mêmes. Ce que je veux dire par là, c'est que peu importe pour les dirigeants de ce monde peu importe que vous partagiez leurs idées ou non, peu importe que vous les critiquiez vertement à longueur de journée sur votre page Facebook, dans le moindre de vos tweets ou dans toutes vos conversations familiales ou entre amis. La seule chose qui importe, c'est que quelles que soient vos idées, quelles que soient vos opinions, vos représentations de la politique, et vous pouvez bien dire que tous les politiciens sont pourris ou corrompus si ça vous chante, il faut que vos opinions intègrent en elles une dose de scepticisme suffisant concernant les possibles inexistants, voire même, dans certains cas, sur certaines questions, si possible, une dose de découragement et même une bonne dose de capitulation, si possible. Capitulation devant l'énormité des tâches, des problèmes collectifs. Une dose de scepticisme
qui a pour fonction de vous tenir ralliés à l'ordre des choses, en tant que l'ordre des choses, c'est ce qui existe et n'a pas d'autre prétention que d'être ce qui existe. On peut toujours dire que les dirigeants de ce monde se foutent du destin de la planète comme de leur dernière chemise, que l'égalité des hommes et des femmes est bien le cadet de leurs soucis. Cela ne change rien au fait que ce qui leur importe est que l'écologisme et le féminisme cristallisent des formes de consensus qui soient des formes de ralliement à l'ordre établi, fût-ce dans le registre de sa critique apparemment radicale. C'est en ce sens qu'il faut comprendre que l'idéologie dominante du conservatisme sceptique n'est pas nécessairement l'idéologie des dominants eux-mêmes. Et c'est pourquoi accepter de s'incorporer à ces consensus, ne pas travailler activement à dégager ce que ces consensus portent en eux comme leur fondement d'opérateur de ralliement consensuel au conservatisme sceptique, c'est être soi-même un conservateur sceptique. Et c'est se faire le porte-voix actif, qu'on le veuille ou non, de la domination. Alors bien sûr, une objection facile, ce serait de dire « mais non, l'écologie et le féminisme actuel ne sont absolument pas assimilables à des formes de conservatisme. C'est absurde, puisque ce que veulent ces idéologies, c'est précisément le changement, et non pas la continuation catastrophique de l'ordre des choses. » Mais c'est précisément là que joue à plein l'opérateur de contingence du conservatisme sceptique. Ce qui faisait la limite du conservatisme dogmatique ancien, c'était que même s'il avait besoin d'opérer sans cesse tout un tas de changements afin que son système de domination continue à adhérer au réel, il ne pouvait pas le proclamer en général trop ouvertement, puisque l'idée de changement était d'une certaine manière contradictoire avec celle de la nécessité de ce qui est comme c'est. Il y avait donc dans le conservatisme dogmatique une part d'adaptation cachée, déniée au cours des choses. En revanche, le conservatisme sceptique n'est plus du tout confronté à un tel problème. Il peut ouvertement jouer de la contingence. Il peut jouer de l'idée qu'autre chose est possible et même nécessaire du moment que cela reste dans les modalités les plus essentielles de l'existant. D'où le fait, par exemple, comme on le sait, de proclamer chaque jour la nécessité de nouvelles réformes. Autrement dit, le conservatisme sceptique, il ne consiste pas à affirmer que rien ne doit changer, mais il consiste au contraire à faire en sorte que tout bouge afin que rien de trop essentiel ne change. Autrement dit, ce qu'il faut comprendre à travers ça, c'est que le conservatisme sceptique, c'est celui qui cesse d'être conservatisme des traditions. Il opère une séparation des notions de conservatisme et de tradition, notions qui restent beaucoup trop corrélées dans l'opinion aujourd'hui. Alors peut-être cela signifie-t-il qu'il faudrait abandonner le terme de conservatisme et en trouver un autre. Peut-être. Mais en même temps, la notion de conservatisme dit bien ce qu'elle dit. L'enjeu du conservatisme sceptique, c'est bien la conservation de la puissance des puissants, quoi qu'on veuille. C'est la conservation de ce qu'il y a en tout cas de plus essentiel dans l'existant, à savoir les bases fondamentales de la vie collective, la propriété privée, la division sociale du travail, etc. Le conservatisme sceptique, en un mot, est le conservatisme moderne des eaux glacées du capital. Pour comprendre le conservatisme sceptique,
il faut donc s'enfoncer dans le paradoxe d'un conservatisme qui ne soit conservatisme d'aucune tradition particulière, qui soit un conservatisme, au contraire, critique des traditions, se présentant comme un conservatisme démocratique et moderne contre tous les conservatismes dogmatiques, des dictatures politiques et de la dictature des traditions, voire des nouvelles tyrannies religieuses. Les traditions, ce sont les institutions par lesquelles l'ancien conservatisme dogmatique se fondait sur le primat de la force répressive, puisque toute tradition est précisément le lieu du partage de la même idéologie entre dominants et dominés. Le primat de la répression existe là où la tradition est la principale figure de ralliement consensuel à l'ordre établi, puisque par définition, la tradition exige que l'idéologie de la domination soit l'idéologie des dominants eux-mêmes. La critique des traditions est donc ce par quoi passe le découplement possible entre idéologie dominante d'une part, c'est-à-dire idéologie au service de la domination, et idéologie des dominants. On a donc maintenant conservatisme sceptique ou critique égale opérateur modal de contingence égale primat du consensus. Et tout cela se cristallisant cette fois dans l'énoncé inverse de tout à l'heure, à savoir l'idéologie dominante n'est pas, ou pas nécessairement, l'idéologie des dominants. Alors, j'ouvre ici une parenthèse, un point d'histoire des idées. Bien que ce soit, à mon sens, aujourd'hui, que le conservatisme sceptique soit devenu dominant, dans nos contrées du moins, ce conservatisme n'est pas complètement nouveau et a derrière lui toute une tradition intellectuelle. Il a émergé, à mon sens, à l'aurore de la modernité politique, à savoir au XVIe siècle, dans les essais de Montaigne, en particulier le fameux chapitre 12 du livre 2, intitulé « Apologie de Raymond Sebon », chapitre fondateur, bien que pour les besoins alors conjoncturels de la contre-réforme catholique à ce moment-là, fondateur du scepticisme moderne. Au fond, quel était alors le propos de Montaigne? Il était en vérité entièrement semblable, dans sa matrice conservatrice sceptique, au propos bien connu de Churchill. La démocratie est le pire des régimes à l'exception de tous les autres. Ce qu'explique Montaigne, page après page, dans ce chapitre peut se résumer de la manière suivante. Le christianisme catholique, tel que fondé sur l'autorité de l'Église, est la pire des religions. Oui, la pire, vraiment la pire. À l'exception du protestantisme et de ses nouveautés. L'invention du scepticisme moderne a été l'invention d'un conservatisme sceptique ayant pour enjeu de prendre le relais du vieux conservatisme dogmatique qui s'effondrait face à la critique protestante et qui avait au départ pour enjeu, il est vrai, le maintien des traditions religieuses. Mais son maintien non plus au nom de la nécessité intrinsèque des traditions, mais au nom de leur nécessité devenue extrinsèque, c'est-à-dire fondée sur la contingence irréductible, mais d'autant plus sacralisée, de leur origine et de leur existence. C'est par exemple la thèse bien connue de Montaigne sur le fondement mystique de la loi. Pourquoi mystique? Parce que la pure contingence de la loi, du point de vue de la raison humaine, renvoie à sa nécessité, incompréhensible pour l'homme, mais à sa nécessité du point de la raison divine. Mystique veut dire irrationnel,
parce que sa nécessité supposée est parfaitement indémontrable et assumée comme telle. Parce que, ne pouvant relever d'aucune argumentation directe, ne pouvant relever, si vous voulez, que d'une argumentation indirecte, détournée, oblique, en un mot, une argumentation de type sceptique. Le fondement mystique de la loi est ce par quoi tout un chacun doit obéir aveuglément à la loi. Obéir à la loi non parce qu'il y a une bonne raison interne à la loi de le faire, non pas parce que cette loi est juste et d'une justice interne démontrable, mais précisément parce que la loi n'a aucun sens pour la raison humaine et qu'aucun être humain n'a le droit, en vérité, de demander à la loi ses raisons. Voilà, je referme cette parenthèse. Une fois identifiée la figure générale de conservatisme à laquelle on a affaire ici, en France et dans un certain nombre d'autres pays, notamment européens, reste à montrer comment exactement fonctionne actuellement le ralliement consensuel, massif, à ce conservatisme sceptique. Je voudrais pour cela donner, alors de manière sans doute trop schématique, donner le cadre général de ce que j'appellerais l'ère du temps. Parce que toute soumission idéologique au conservatisme contemporain passe par le fait de ne jamais vouloir trop s'éloigner de ce qui apparaît dans l'opinion comme participant de l'ère du temps. Ce cadre général que je vais vous proposer va être très large. Il va être très large parce que ce que je voudrais, c'est vous faire saisir ce qui me semble être la logique interne générale de tout cela. Non pas simplement énumérer les courants d'opinion qui participent au conservatisme sceptique, mais montrer quel est le cœur articulé de leur participation commune au scepticisme, au conservatisme. Ma principale proposition va être d'envisager tout cela dans le cadre de ce que j'appellerais la différence anthropologique. La différence anthropologique, cela signifie la nécessité de continuer à penser la différence de l'humain avec ce qui n'est pas humain. Alors que les idéologies consensuelles actuelles cherchent plus ou moins à nier, à effacer toute différence entre l'humain et le non-humain. Et à l'effacer en général au nom du fait qu'il n'y a pas de supériorité légitime de l'homme sur la nature. Avec cette négation de la différence anthropologique, ou cet effacement de toute altérité réelle de l'humain et du non-humain, ou même d'ailleurs de toute figure d'altérité réelle interne à l'humanité, on touche, à mon avis, à ce qui est le noyau idéologique du consensus démocratique, noyau idéologique qui se cristallise dans l'équation très simple différence égale domination. Ainsi, postuler qu'il y a une différence entre l'homme et l'animal, que l'homme n'est pas un animal comme les autres, cela reviendrait à croire en la supériorité de l'homme sur l'animal. Ou encore, penser qu'il y a une différence entre hommes et femmes, une différence des sexes, ne serait en réalité que le fond de commerce de la domination masculine.
Cette équation-là, différence égale domination, c'est peut-être le plus grand et le plus fondamental des sophismes mortifères de notre temps. On touche ici à l'espace ontologique commun aux idéologies consensuelles. Espace ontologique, c'est-à-dire conception commune de l'être, sur lequel je ne m'attarderai pas ici. Ce à quoi je vais m'attacher, c'est donc à la différence anthropologique. Et cette différence anthropologique se décline en 3 problèmes. Le problème de la différence sexuelle, la différence entre hommes et femmes, le problème de l'antagonisme politique, la différence entre voie capitaliste et voie communiste, et le problème de la différence anthropologique à proprement parler, c'est-à-dire de la différence homme-animal d'un côté, homme-dieu de l'autre, ou encore entre homme-nature d'un côté et homme-machine de l'autre. Alors, je l'affirme brutalement, combattre l'ère du temps, c'est d'abord aller à l'encontre de la revendication implicite, mais générale, notamment des trentenaires actuels, de vivre dans un monde de bisounours, où la politesse serait le fin mot de toute interlocution. Ce comportement général renvoie à quelque chose de tout à fait fondamental. J'appellerais pour ma part humaniste le caractère consensuel du conservatisme sceptique contemporain. Or, l'humanisme spontané du consensus démocratique repose sur la triple négation de la différence anthropologique. Différence sexuelle, politique et anthropologique à proprement parler. Le point crucial, c'est que cette triple négation prend la forme de la négation générale de toute figure de violence intrinsèque du réel. Triple négation prenant grosso modo la forme de 3 courants principaux actuellement. Le féminisme bourgeois, l'historicisme démocratique, voire racialiste postcolonial, et non pas l'écologie en tant que telle, mais ce que j'appellerais l'écologisme. Ces 3 courants sont en quelque sorte les 3 fers au feu du démocratisme idéologique propre au conservatisme sceptique. D'où le programme de travail suivant. Contre le féminisme, en particulier issu des cultural studies et la catégorie des genres, affirmer qu'existe une violence intrinsèque de la sexualité et déterminer le point de résistance à la dissolution de la différence sexuelle. Contre l'historicisme démocratique et racialiste, avec ce qu'il véhicule de catégories identitaires, voire des catégories comme race, racisé, etc. Affirmer l'existence de la violence intrinsèque de la politique dans sa figure démocratique ou parlementaire, y compris et surtout républicaine, sous le règne du capitalisme, qui ne se réduit donc aucunement ni à un excès raciste dans une configuration politique qui serait quant à elle fondamentalement neutre ou simplement bonne, ni à une structure raciste historiquement invariante surplombant le réel de la politique contemporaine. Alors, entre parenthèses, cette négation humaniste de la violence intrinsèque du réel politique, on le voit en ce moment à l'œuvre depuis le brutal assassinat du professeur de Conflans-Saint-Honoré. Toute la violence dans cette affaire est renvoyée du côté
du jeune meurtrier tchétchène, sur fond, par conséquent, de la dénégation la plus totale de l'extrême violence infligée aux enfants des classes populaires, et même au-delà, dans la fameuse école républicaine. En vérité, je dirais pour ma part que l'école républicaine française, l'école républicaine, se comporte massivement, depuis maintenant des années, comme la dernière colonie française, dans le plus pur style colonial, répressif de l'histoire républicaine française. Contre l'écologisme et les catégories de la culpabilité, telles que anthropocène, etc., réaffirmer l'existence de la violence intrinsèque de la nature. Violence intrinsèque de la nature qui n'a strictement rien à voir avec je ne sais quelle mère nature ou Gaïa. Il convient, à mon avis, distinguer ici entre écologie et écologisme. L'écologie, prise au sens strict, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une politique, c'est une science. Ou plus précisément, l'écologie, c'est un ensemble de domaines de recherche auxquels coparticipent plusieurs disciplines scientifiques. Mais c'est un espace scientifique pluridisciplinaire dans lequel s'entremêlent désormais tout un tas de fausses sciences, dans la mesure où elle est recouverte par des idéologies que vous connaissez, telles que la collapsologie, par exemple, théorie de l'effondrement, de la fin du monde, qui n'ont plus rien à voir avec la science, et que je réunirai donc sous le nom d'écologisme. Violence sexuelle et sexiste, violence policière et violence de l'homme sur la nature sont les trois figures actuelles de déni de la violence intrinsèque du réel de la différence des sexes, du réel de la politique démocratique, du réel de la différence anthropologique à proprement parler. Déni effectué par la moralisation et la criminalisation des figures donc consensuellement établies de violence. Des formes de violence non pas inexistantes ou sans importance évidemment, mais des formes de violence que je dirais extrinsèques, c'est-à-dire qui ne peuvent être sérieusement traitées uniquement à partir d'elles-mêmes, et ceci par ailleurs quelle que soit la gravité des faits ainsi qualifiés. Car vous voyez bien qu'à partir de là, l'identification de ce qui relève de la violence est entièrement balisée. Elle est réservée à des domaines restreints, bien identifiables, ce qui permet le recouvrement de figures de violence à la fois bien plus larges et peut-être bien plus fondamentales. Par exemple, il sera à partir de là hors de question de qualifier la destruction systématique actuelle de formes collectives de vie populaire, dans les foyers ouvriers par exemple, ou toute forme de type de logement, sous le nom de violence, dans la mesure où un protocole institutionnel de pseudo-interlocution avec les habitants est désormais systématiquement mis en place. On voit bien ici comment fonctionne la dimension consensuelle du conservatisme sceptique. À partir du moment où existe un vague protocole institutionnel, si bureaucratique et vide de contenu soit-il, mais un vague protocole institutionnel de formation de consensus avec ce qu'il est convenu d'appeler les gens concernés, alors peu importe que le consensus existe réellement ou pas, peu importe, c'est la fiction démocratique du consensus qui permet de fonder le consensus réel et souvent extrêmement violent du faux consensus de ceux qui perdront dans cette affaire le peu de choses qui permettaient à leur existence
de ne pas s'effondrer dans le chaos. On a en réalité affaire à trois formes de réductionnisme politique tout aussi graves les unes que les autres. Réduction démocratique, voire racialiste, de la politique à la question de la police. L'historicisme démocratique voit dans les violences policières un excès sur la bonne norme parlementaire, tandis que l'historicisme racialiste parle de structures racistes de la démocratie. Mais dans les deux cas, la question de la politique ou de l'État est réduite à celle des violences policières. Cela concerne aussi bien les Gilets jaunes, versant du démocratisme identitaire, le peuple et le peuple français, couronné de drapeaux bleu, blanc, rouge, que le mouvement actuel des Black Lives Matter, versant racialiste du démocratisme, dont toute l'orientation est désormais la participation aux prochaines élections présidentielles américaines afin d'élire Biden contre Trump, élection par défaut typique du conformisme sceptique propre au conservatisme contemporain. Réduction féministe, ensuite, de l'amour à la question du sexe. La question amoureuse est réduite à celle des violences sexuelles. Réduction écologique, enfin, de l'humanité à la question du productivisme ou du sujet productiviste. Alors là, dans ce cas, la question de l'humanité est réduite à la pseudo-critique culpabilisante d'un supposé sujet moderne occidental. Alors, sur ce point, un des lieux communs centraux de ce réductionnisme écologiste consiste par exemple à répéter à satiété qu'il faudrait sortir de la production infinie dans un monde fini aux ressources limitées. Alors d'abord, toutes les ressources ne sont pas finies, bien que beaucoup le soient effectivement. Mais surtout, parler de production capitaliste infinie, en réalité, n'a pas grand sens. En réalité, la production en régime capitaliste est largement autorégulée. Produire, oui, mais à condition que ça rapporte. Il y a donc une autorégulation de la production capitaliste par le critère du seuil de taux de profit. Et parler, à partir de là, de production infinie, ce n'est jamais que recouvrir ce point-là et par conséquent ne pas réellement mettre centralement en cause la loi du profit. D'une manière plus générale, c'est le dogme consensuel de l'opposition du fini à l'infini qui structure actuellement le conservatisme sceptique de type écologiste. Dans ces trois opérations idéologiques, on a affaire à quoi? On a affaire au réductionnisme humaniste de la violence intrinsèque du réel à des figures empiriques de violence extrinsèque. On a une triple occurrence de la violence intrinsèque du réel. La violence intrinsèque de la sexualité relevant de la différence des sexes. La violence intrinsèque de la nature relevant de la différence anthropologique. Et la violence intrinsèque de la démocratie relevant de la contradiction politique. L'idéologie consensuelle est sur ce dernier point dans le déni total de l'existence de figures d'adversité politique absolument radicales et irréductibles
en regard d'orientation politique d'ensemble, en regard des deux vraies orientations politiques d'ensemble. Il existe deux hypothèses politiques générales sur ce point. L'intérêt privé ou l'intérêt général, l'égoïsme ou l'égalité. On a donc affaire ici à une capitulation humaniste de la pensée devant un élément qui est dès lors laissé à l'irrationalisme. La violence intrinsèque du réel est laissée au moralisme, mais aussi aux irrationalismes de tous bords, les théories du complot et autres fariboles. Face à cela, il nous faut penser au croisement de l'égalité et de la différence, du même et de l'autre. C'est cela qui est en jeu pour nous, si nous voulons nous soustraire aux idéologies consensuelles conservatrices de notre temps. Contre le féminisme bourgeois, il nous faut penser l'égalité des hommes et des femmes dans l'élément de la différence des sexes. Contre l'historicisme démocratico-racialiste, il nous faut penser l'égalité de tous les êtres humains dans l'élément de l'opposition politique antagonique entre l'existence d'amis et l'existence d'ennemis irréductibles en regard des deux orientations politiques envisageables, et certainement pas en regard d'opposition identitaire. Et contre l'écologisme, il nous faut penser l'égalité cosmologique de tout ce qui existe dans l'univers, sans privilège particulier de l'humanité ou même de la planète Terre d'ailleurs, dans l'élément de la différence anthropologique. Ce qui signifie bien, dans les trois cas, rompre de manière définitive avec le sophisme qui cristallise l'équation dont je parlais tout à l'heure, différence égale domination. Les conséquences de l'arrachement à l'ère mortifère du temps sont donc, vous le voyez, très sévères. Celui qui veut réellement faire autre chose de sa vie que suivre le courant, comme chien crevé au fil de l'eau, fût-ce un chien aboyant platement dans l'eau bourbeuse de la mare au cochon des impératifs d'opinion, doit en payer le prix. On peut résumer cette exigence de la manière suivante. Il faut séparer la question du destin de la planète Terre de l'espace idéologique de l'écologisme. Et on doit absolument le faire si on veut avoir une chance de traiter les problèmes qui s'imposent scientifiquement à nous de façon rigoureuse, comme le réchauffement climatique et la dévastation prédatrice de la Terre. Il faut ensuite séparer la question de l'égalité homme-femme de l'espace idéologique du féminisme bourgeois et de son unilatéralisme idéologique terrorisant. Il faut enfin séparer la question de l'égalité des êtres humains en général, ainsi que des Noirs et des Blancs en particulier, de l'espace idéologique de l'historicisme démocratique, ainsi que racialiste et postcolonial, qui ne fait que perpétrer les pires catégories politiques de l'histoire et qui ne conduit qu'à un anti-universalisme postcolonial dont l'espace politique, en définitive, est ou bien consensuellement démocratique, ou bien purement criminel, ou bien un peu des deux à la fois. Je me bornerai à indiquer ici, pour que vous compreniez bien la gravité
du racialisme montant, qu'un des grands best-sellers actuels aux États-Unis, de ceux qui s'appellent l'Amérique woke, qu'on traduit par l'Amérique réveillée, est un livre qui s'intitule « Fragilité blanche », dans lequel l'auteur blanc, Robin DiAngelo, soutient la thèse selon laquelle, je cite, « l'identité blanche est intrinsèquement raciste ». Ce qui signifie, vous le comprenez bien, ramener tous les blancs à une identité blanche. Et par là, à la culpabilité raciste intrinsèque que toute personne blanche doit reconnaître au plus profond d'elle-même et jusque dans ses moindres faits et gestes s'il veut se sauver. C'est en quelque sorte le fascisme racialiste postcolonial contre le fascisme suprématiste blanc représenté par Trump. Et d'une manière générale, si on souscrit à l'idée que seul un noir peut comprendre ce que vit un noir, que seule une victime peut comprendre la souffrance d'une victime, alors il n'y a effectivement plus aucun espace commun politiquement constituable. Et chacun est renvoyé aux intérêts identitaires de son groupe d'appartenance. Et cela ne peut conduire, je le répète, qu'à des politiques de nature criminelle. J'ai dit que les idéologies consensuelles actuelles ont en commun une ontologie fondée sur la négation de la violence structurelle du réel. J'ajoute qu'elles se heurtent de cette manière à cette violence comme à un élément purement irrationnel, alimentant leur moralisme, voire certaines tendances au mysticisme. À cela, j'oppose la thèse de la rationalité pensable de cette violence. Le réel dont il est question à travers sa violence ne doit pas être envisagé comme un réel pré-symbolique, comme une résurgence de la nature comprise dans son antériorité à l'émergence de la culture ou de la structure symbolique des formes d'organisation humaine. Si tel était le cas, on aurait effectivement de fortes chances de rester coincé dans les filets de l'irrationalisme, c'est-à-dire dans la thèse d'une violence naturelle transcendante, énigmatique, mystérieuse, excédant les ressources de la pensée humaine. En réalité, la seule occurrence de la violence intrinsèque du réel, pouvant ici relever d'une figure rationnelle et relevant de la science, quoique pré-symbolique du réel, est celle qui concerne la différence anthropologique à proprement parler, c'est-à-dire la violence structurelle de la nature telle que déniée par le consensus écologiste. Alors lorsque de nombreuses belles âmes moralisantes et pétries de collapsologie parlent de retour à la nature, par exemple, il est clair que ces gens n'ont strictement aucune idée de ce qu'est la vie naturelle. La vie naturelle comprise comme radicalement extérieure à la protection organisée de la vie collective, et qu'ils n'ont de la supposée nature que l'expérience de leur petite propriété rurale ou des randonnées sportives ou familiales. Bref, il y a une confusion totale qui est faite entre la nature dans ce qu'elle a de réellement sauvage, sauvage ici au sens d'extérieur à toute intervention humaine directe ou immédiate, et la nature relativement, et même la plupart du temps,
fortement domestiqués. Alors en même temps, j'ajoute maintenant quelque chose que j'ai délibérément omis jusque-là, à savoir qu'il existe bien une forme de violence intrinsèque de l'homme dans son rapport à la nature. Et cette violence est en quelque sorte ce qui fait le pont entre la violence naturelle pré-symbolique et violence anthropologique post-symbolique. Si on veut résumer ça en un mot, on pourrait dire, chose suivante, l'homme est à sa façon un prédateur. La relation de l'humanité à la nature est constitutivement prédatrice. Or, cette détermination est naturelle et non naturelle de manière indécidable. L'homme est à la fois naturellement prédateur, au sens où il est un prédateur parmi d'autres animaux prédateurs. Il est donc prédateur en tant qu'animal. Et l'homme est aussi culturellement prédateur, au sens où la prédation est un élément constitutif du développement de l'humanité au long cours. Pas seulement dans le capitalisme, mais dans le néolithique en général. Il faut donc parler de violence intrinsèque de l'humanité, mais contrairement à ce que fait l'écologisme, la prédation intrinsèque, à la fois pré-symbolique et post-symbolique, ne peut pas et ne doit pas être envisagée comme un mal intrinsèque, comme un péché originel. Si on fait ça, alors on moralise cette figure de violence. Et moraliser la violence intrinsèque du réel, c'est toujours mauvais. Et c'est même, à mon avis, le terreau de tous les fascismes, de toutes les orientations politiques qui finissent tôt ou tard par se transformer en violence fasciste, pure et simple. Alors, évidemment, quand cette prédation en vient au point où elle s'avère purement dévastatrice, au point où ce sont les conditions mêmes de la vie sur Terre qui commencent à être ébranlées par la prédation humaine, c'est un sérieux problème. Et remédier à ce problème devient un enjeu politique tout à fait fondamental. Mais on ne pourra en aucun cas surmonter sérieusement cette difficulté si on cède aux sirènes moralisantes de la culpabilisation de la prédation intrinsèque de l'humanité, rebaptisée productivisme du sujet moderne occidental, afin d'en faire justement une forme de violence extrinsèque d'autant plus culpabilisante qu'elle est mieux étroitement balisée. On ne peut s'attaquer sérieusement à ce problème si on le fait dans l'horizon d'un monde de bisounours où l'humanité, ayant enfin accepté la finitude de sa condition, se serait enfin débarrassée de ses prétentions prédatrices à l'infini. Parce que, au-delà de la seule question de la prédation, ce qui est en jeu, c'est le point suivant. La violence intrinsèque du réel anthropologique, la violence intrinsèque de la vie humaine est la conséquence de ce que le désir humain est constitutivement un désir d'infini et non pas un désir fini, rabattable sur la figure de ses besoins naturels. Et si ce désir d'infini conduit parfois au pire, il ne faut jamais oublier qu'il est aussi ce qui conduit au meilleur. Le désir d'infini, quelles que soient les formes de violence
intrinsèque du réel qu'il véhicule ne peut et ne doit jamais être envisagé comme un mal. Au vrai, il n'y a ni bien ni mal, mais un en deçà du bien et du mal. Il en résulte que la prédation humaine prise en elle-même n'est ni un bien ni un mal, mais en deçà du bien et du mal. En ce sens, la réduction humaniste des figures de la violence intrinsèque du réel à des figures de violence empiriques de violence extrinsèque relève toujours d'une idéologie de la finitude. Le conservatisme sceptique contemporain est une idéologie humaniste de la finitude. S'agissant par ailleurs de la violence intrinsèque de la sexualité ou de l'État, il est clair qu'on ne saurait avoir recours à un réel présymbolique. Penser rationnellement les figures de violence intrinsèque du réel revient à identifier comment elles se rapportent au symbolique comme à leur principe d'intelligibilité. La négation de cette violence par les idéologies consensuelles du conservatisme sceptique est en fait le corollaire de leur volonté forcenée d'en finir une fois pour toutes avec le symbolique au profit d'un néonaturalisme. Alors toute la question maintenant est de savoir comment le réel et le symbolique s'articulent, de façon à pouvoir tout à la fois penser la violence intrinsèque du réel, dans sa rationalité pensable d'une part, et de façon à ce que le concept du symbolique soit un ferme point d'appui à la transformation de l'ordre des choses. C'est ce que je ne vais pas faire maintenant, ce sur quoi je proposerai des thèses la prochaine fois, et je me bornerai ici à indiquer ce dont on peut se nourrir dans l'histoire intellectuelle récente pour entrer dans l'investigation de ces questions. Et je dirais ceci. Le peu de consistance acquise par les sciences humaines et sociales du XXe siècle l'a été grâce à la découverte du symbolique, c'est-à-dire, pris en son sens le plus général, le plus large, la découverte de la discontinuité entre nature et culture. La première discipline intellectuelle qui s'est entièrement constituée autour de l'exploration du champ symbolique, c'est certainement la psychanalyse. La découverte de l'inconscient par Freud est indissociable de la découverte du noyau fondamental de l'espace symbolique régissant l'ensemble des sociétés humaines, à savoir la prohibition de l'inceste. À partir de là, c'est d'abord la linguistique, à travers l'analyse de la phonétique en particulier, qui a découvert et donné les clés d'une première vaste méthode d'investigation rationnelle, scientifique, de l'espace du symbolique. Méthode reprise très tôt par Lévi-Strauss, dans le champ de ce qu'il appellera dès lors l'anthropologie structurale, et qui inspirera ce qu'il est convenu d'appeler le structuralisme des années 50 aux années 70. Sous le mot d'ordre d'un retour à Freud, Lacan fut à l'initiative d'une vaste réinvestigation de l'ensemble des découvertes psychanalytiques à l'aune des nouveaux principes d'intelligibilité nés dans le giron de la linguistique structurale. Or, c'est Lacan, et à travers lui la psychanalyse, qui explora au plus près non pas seulement ce qu'il en est de l'espace symbolique en tant que tel, mais surtout le rapport paradoxal qu'entretient le symbolique au réel. L'énoncé le plus concentré et le plus fécond sur ce point est certainement le célèbre énoncé « Le réel est l'impasse de la formalisation ».
Autrement dit, et pour ce qui nous occupe ici, le réel n'est pas à strictement parler le non symbolisable, au sens où l'espace symbolique serait par essence impuissant à recouvrir la totalité du réel présymbolique, mais il naît du symbolique lui-même en tant qu'il résulte de ces impasses, c'est-à-dire en tant que l'espace symbolique, malgré son universalité, échoue à régler l'ensemble des rapports humains. La violence intrinsèque du réel doit par conséquent être comprise comme une figure de violence post-symbolique plutôt que pré-symbolique. Non pas une forme de violence naturelle qu'aucune symbolisation ultérieure n'aurait réussi à pacifier et à civiliser, mais née de la civilisation elle-même et qui doit être envisagée comme le réel qui la travaille intérieurement, ce qui est bien la thèse explorée par Freud dans son célèbre ouvrage « Le malaise de la civilisation », sur lequel nous repartirons sans doute la prochaine fois.